Bonjour à toutes. Alors, live un petit peu bousculé aujourd'hui au niveau des horaires. Voilà, Sarah a eu un contretemps imprévu. C'est 5. Bonjour, Bonjour Sarah. merci d'avoir accepté de décaler Fabienne et je suis désolée pour toutes celles qui avaient prévu d'être là à 13 heures. Du coup, vous pourrez regarder en décalé Ouais. et poser les questions dans le commentaire. Oui. Est-ce que tu aurais un casque? Parce qu'on t'entend Alors non, j'ai un pas peu de loin. casque. Alors attends. Euh, Faut que tu te rapproches ouais. un petit peu parce que Est-ce que là, le si je son est parle pas super fort, terrible. c'est bon? Ok, donc je vais Oui, là crier. ça va Très mieux. bien, c'est parti. Bon. Alors, tu nous as proposé comme sujet pour aujourd'hui l'endométriose, puisque nous étions dans la semaine, c'est le mois de l'endométriose. Est-ce que tu peux revenir sur ce que Oui, c'est, bien sûr. l'endométriose? Donc l'endométriose, déjà, c'est une maladie. C'est bien de le savoir. Donc c'est reconnu par les médecins, tout ça, hein, c'est une vraie maladie. Pour bien comprendre ce que c'est, je trouve ça important de faire un tout petit rappel d'anatomie avant. Donc par rapport à l'utérus, donc il faut savoir que l'utérus c'est une poche hein, de muscles en forme de poire. C'est pas très très grand, mais c'est principalement du muscle. Et à l'intérieur, c'est tapissé d'une toute petite membrane de muqueuse et c'est ça qu'on appelle l'endomètre. Donc l'endométriose, c'est quand il y a des cellules de cet endomètre qui vont se retrouver dans d'autres endroits du corps que là où elles sont censées être, à savoir à l'intérieur de l'utérus. Oui. Une muqueuse, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que c'est comme la C'est peau ça, de l'intérieur de exactement, la comme bouche. l'intérieur des joues et tout. Ouais. Ouais. Donc, on est sur des cellules qui se sont baladées Oui. ailleurs que là où elles étaient censées être et qui vont suivre Oui, le c'est ça, rythme exactement. hormonal. C'est-à-dire que ces cellules, donc, comme elles sont, alors en général, on les a surtout dans le petit bassin. Hein, chez la plupart des personnes touchées par l'endométriose, c'est dans le petit bassin, mais ça peut remonter souvent à l'épaule droite, et parfois il y en a même dans les poumons, même dans le cerveau, hein, chez certaines personnes. Et toutes ces cellules, quel que soit leur emplacement, elles réagissent aux hormones ovariennes comme si elles étaient dans l'utérus, tu vois. Donc, elles vont proliférer sous Ouais, l'effet des œstrogènes, donc principalement en phase préovulatoire, mais aussi un peu après. Et surtout, en période de règles, eh ben, elles vont se déliter, donc ça va saigner. Et ça va créer plein de lésions un peu partout dans le corps et dans des zones où il n'y a pas de porte de sortie. C'est-à-dire que dans l'utérus, on a l'ouverture hein, vers le vagin qui fait une porte de sortie pour éliminer ces cellules. Dans le reste du corps, il n'y en a pas. Et donc, ça va nécessiter un gros travail pour le corps pour gérer ça. Donc, ça peut faire très mal déjà. Et voilà. Et puis, ça oui, peut créer des adhérences. Tu vois, les différents organes dans ces zones-là peuvent se coller les uns aux autres pendant la cicatrisation. Et ça aussi, ça crée d'autres douleurs après. oui. Dans le corps, C'est tout est ça, censé être exactement. mobile. Hein, c'est le vieux Ouais. truc de je fais ça C'est pas collé. et, C'est et là, ça, ça voilà. marche Et donc, plus. ça peut être très, très problématique. Ça peut faire mal, c'est-à-dire qu'il y a des choses normales qui peuvent se mettre à faire mal. Et puis, il y a des choses aussi qui peuvent moins bien se passer parce qu'on a besoin d'avoir cette fluidité viscérale pour un fonctionnement optimal, hein, ne serait-ce que pour digérer. Oui, oui. Et il y a une chose à retenir, c'est que la force de douleur n'est pas corrélée à la gravité des Effectivement, lésions. l'étendue de la lésion est pas proportionnelle à l'ampleur de la douleur. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir des lésions un peu en nappe, tu vois, en tapis, sur une grande zone du corps et pas avoir forcément très mal parce que les lésions sont très superficielles. Alors ça peut quand même créer des problèmes, mais voilà, ça peut ne pas faire de douleur. Et à côté de ça, on peut avoir une minuscule lésion, mais en tête d'épingle, tu vois, qui va taper pile sur le nerf sciatique et qui va créer des sciatiques horribles tous les cycles et vraiment être insupportable à gérer, quoi. Ouais. D'ailleurs, au niveau des douleurs,
Ça peut être des douleurs de type douleur sciatique. Il y en a qui ont aussi Oui, des des douleurs douleurs au profondes rapport. dans les rapports avec pénétration. Ouais. Ouais. Et ça peut être très, très handicapant. Et pas uniquement Non, bien sûr. pendant les règles. Parce qu'une fois que les adhérences sont là, celles dont tu as parlé tout à l'heure, tu vois, quand ça bouge pas comme il faut, ça peut poser plein de soucis dans le quotidien. Et notamment, alors un truc qui est assez fréquent, ça va être des douleurs à la digestion, notamment pour réussir à éliminer les selles ou pour réussir à uriner, tout simplement parce que là aussi, on a besoin que les organes puissent se déplacer les uns par rapport aux autres. Et quand on a des adhérences, eh ben, ça nuit au transit de la digestion ou à l'élimination des urines. Et ça peut être tout le temps en fait, hein. Mm. C'est pas que pendant les règles. Oui, oui, oui. Bon, je pense qu'on a rencontré des femmes qui étaient un peu dans tous les cas, toi comme moi. Et puis, c'est une maladie, c'est une maladie que j'ai découvert, moi, il y a 20 ans maintenant. Quand j'étais en parcours PMA, personne n'en entendait parler. C'était vraiment une maladie très confidentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas répandue, hein, mais c'est juste une maladie qui était, j'allais dire, nouvelle dans le sens de la connaissance. Aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui sont Oui, mais diagnostiquées. je pense que beaucoup ne le sont pas. Parce qu'il y a trop de femmes qui pensent que c'est normal d'avoir mal en fait, alors que non. Les chiffres officiels, c'est Ouais. une personne menstruée sur 10. Voilà, ça c'est officiel. Moi, je pense qu'il y en a plus. Parmi les personnes qui ont des douleurs de règles, c'est 4 sur 10. Donc déjà, tu vois, ça augmente, hein. Ouais. Ça fait du monde. Ouais, ça fait Alors, du monde. le côté positif, c'est qu'en général, ça s'atténue une fois arrivé à la ménopause, mais bon, ça met du temps. Ouais. Et puis bon, enfin, on a toute une vie à C'est vivre ça, avant exactement. Il y d'arriver a à la quand même ménopause. 40 ans, voire plus, à gérer. Oui, oui. Et pareil, j'ai rencontré des. Je me souviens d'une jeune fille qui avait pas 30 ans et qui était en ménopause artificielle à cause des douleurs. Elle me disait que donc sur l'injection qu'elle faisait 2 fois par an, elle avait 3 mois où elle vivait vraiment bien, normalement, sans aucune douleur. Tout le reste du Ah, temps, c'est c'était dur, une ouais. montée et une descente, avec en plus tous les risques liés aux ménopauses précoces, de, de Oui, décalcification, ouais. d'ostéoporose. Effectivement, ça fait partie des traitements les plus répandus, hein, la mise en ménopause précoce, mais bon, ça peut être problématique. Après, il y a plein d'autres traitements avant et après celui-là. Est-ce que tu veux qu'on les cite rapidement? Oui, puis on peut Oui. peut-être Ah, parler tu veux aussi qu'on des commence causes. par quoi? On va parler des causes. C'est peut-être plus D'accord, facile de ok. parler des traitements d'abord. Alors concrètement, c'est encore très très flou, hein. Parce que comme tu l'as dit, c'est une maladie qui est vraiment reconnue depuis pas si longtemps que ça, du point de vue scientifique et médical. Donc on a tout plein d'hypothèses. Mais concrètement, on ne sait pas si l'une d'entre elles est vraie, ou si plusieurs d'entre elles sont vraies, ou si toutes sont vraies. Voilà, là je vais vous citer les hypothèses. Mais voilà, je pense qu'on a la recherche a encore Oui, du boulot à faire par rapport à l'endométriose. Donc l'hypothèse la plus répandue, c'était celle du reflux transtubère pendant les règles, c'est-à-dire qu'on aurait des cellules de l'endomètre qui, plutôt que de tomber, enfin d'être redirigées vers le col de l'utérus et de la femme pour être éliminées, voilà, qu'au la lieu d'aller vers la sortie. sortie, elle est remontée dans les trompes de Fallope et sortir au bout des trompes de Fallope pour se retrouver à l'intérieur du ventre. Donc ça, c'est celle qui avait le plus Ouais. de... Il y a, ouais, il y a un point qu'il faut préciser, c'est que les ovaires ne sont pas attachés Exactement. aux trompes, hein, mais que les deux sont en regard, suspendus par des ligaments, mais il y a pas de connexion. Et donc, au niveau de la trompe, c'est ouvert, c'est libre. Et les cellules pourraient sortir par Voilà, là et aller se répandre effectivement. dans le corps. Donc, un autre Ouais. exemple de mobilité nécessaire, c'est entre les trompes et l'ovaire. Donc, Ouais. Et là, ça devient un inconvénient. Donc, ce reflux menstruel, je sais qu'on a beaucoup incriminé les tampons. On a parlé aussi des femmes qui dorment avec des cups.
Bon, après, comme tu dis, c'est une hypothèse parmi d'autres. Alors C'est quoi les les autres, ce serait notamment à la naissance d'une petite fille. C'est quand une petite fille est dans le ventre de sa mère, elle est sous un bain œstrogénique assez important. Et à la naissance, elle sort de ce bain œstrogénique. Et certaines petites filles saignent en des espèces de mini-règles de naissance et d'autres non. Et donc, il y avait cette supposition que peut-être déjà chez un bébé de sexe féminin, de genre féminin, il pourrait y avoir là aussi un reflux transtubère de cellules endométriales toutes neuves. Donc ça, c'est une autre hypothèse. Après, il y a aussi tout simplement la migration de cellules embryonnaires dans d'autres endroits du corps et qui se spécifieraient en cellules endométriales alors que c'est pas le bon endroit. Et il y a aussi toute une piste génétique, une piste héréditaire, une piste immunitaire. Et puis, on met aussi beaucoup en cause l'hygiène de vie et les perturbateurs endocriniens, notamment, hein, dans lesquels on est baigné aujourd'hui au quotidien. Alors, on ne sait pas trop ouais, les carences les aussi, carences, bien sûr. Oui, les les carences. carences alimentaires? Il y a eu toute une période où on parlait beaucoup du Oui. manque de magnésium. Et du manque de certaines vitamines B aussi. Ouais. Donc là, on est sur l'hygiène de vie, hein, hygiène alimentaire. De toute façon, une alimentation C'est ça, inflammatoire c'est pas va forcément la aggraver, cause, mais ça peut puisqu'on est que sur une maladie aggraver. Ouais. inflammatoire. Ouais, ouais, ouais. Il y a un facteur de risque Oui, alors on a familial. constaté que si la mère est touchée, la fille a beaucoup plus de risques d'être touchée aussi. Et si la grand-mère était touchée aussi, si elle a eu la chance d'être diagnostiquée, hein, ce qui n'est pas hyper fréquent, mais ça commençait, le risque est d'autant plus important quand la lignée est touchée, la lignée maternelle. D'accord. Oui, après, c'est compliqué parce que il y a 20 ans, c'était déjà difficile à diagnostiquer. Donc là, on est sur des femmes qui vont avoir C'est ça. entre Donc 40 le et diagnostic 50. était rare. Le diagnostic était rare. Ouais, le diagnostic était déjà rare. Donc savoir que la grand-mère souffrait d'endométriose, ça devient vraiment très compliqué. D'autant plus qu'il y a des familles où les femmes ont été élevées avec la croyance que c'était C'est normal ça, d'avoir mal parce que pendant les tout le monde est règles. touché et ça fait partie des choses de la vie, c'est malheureux. Oui. Mais bon, il n'y a pas que l'endométriose qui peut Non, occasionner des non, non, douleurs de bien sûr. règles aussi. Donc c'est compliqué de faire C'est ça, c'est pas comme évident. il faut. Donc on peut poser les questions des symptômes chez la mère, la grand-mère, mais bon, c'est pas toujours avec certitude, quoi. Mais ça donne déjà une indication. Ouais. Les traitements, donc on a parlé de la ménopause Oui. artificielle. Après, il y a tout simplement, souvent le premier traitement donné, c'est les antidouleurs, hein. Donc le fameux Antadis dont on a tout entendu parler. Après, juste la pilule en continu. Dans, dans un tiers des cas, cette pilule en continu peut permettre une régression des lésions, hein. Donc ça peut quand même être intéressant. Ensuite, c'est des choses un peu plus costauds. Ça va être des ultrasons, parfois carrément une chirurgie, hein, pour réduire ces lésions, parce que parfois c'est la seule solution. Oui, ouais, ouais. Avec des laparoscopies où les médecins vont aller retirer, gratter les C'est ça. lésions pour les sortir. Ce qui va demander une cicatrisation aussi, mais derrière, ça veut dire que c'est une cicatrice qui sera exemptée du cycle Voilà. menstruel. Donc il peut y avoir des risques d'adhérence aussi, mais au moins il y a plus ces Oui, et puis le risque micro-édemes. d'adhérence, il est là après l'opération. Donc, si un ostéopathe intervient, ça peut quand même le réduire. Il sera pas là à chaque cycle. Donc, c'est quand même un Ouais, avantage quand c'est nécessaire de passer par là. ouais. Je crois pas qu'on ait parlé des symptômes. Est-ce que tu veux dire d'autres choses du coup sur les traitements? Je t'avoue que le fait qu'on ait décalé le live, ça me perturbe un peu. J'ai pas fait des idées en place. Bah, après, non, au niveau du live, au niveau du traitement, c'est ce qu'on voit, hein, c'est cette espèce de progression entre simplement de l'Antaldis, derrière
une pilule en continu, et si ça va pas, si ça suffit pas, ça va être derrière des Oui, ménopauses artificielles. Ça peut jouer sur la ça peut ou fertilité pas. Ouais. ou pas. Hein. Y a des femmes, on en connaît, qui ont eu des enfants comme ça et qui ont pourtant des Mm. endométrioses stade 4. Et puis il y en a, moi j'ai une copine qui est en procédure d'adoption parce que elle s'est complètement exclue d'avoir un jour un enfant. Elle a déjà Mm. tellement de douleurs au moment de l'ovulation que c'est même pas la peine. Elle est quasiment en permanence sous traitement. Ouais. Oui, puis il y a- il semblerait quand même qu'il y ait une baisse de la fertilité pour une partie de la population Oui, touchée par cette maladie, qui peut occasionner justement des passages en FIV, ce qui est toujours assez compliqué parce que c'est aussi c'est mettre ça. beaucoup Mm. d'hormones. Donc, euh, ouais. Euh, donc, l'antadis grand classique, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas diagnostiquées et que Oui, souvent ça ça, met du la temps. moyenne, c'est 7 ans, hein, c'est super long. Donc, en cas de doute, moi, je conseille toujours d'aller voir le médecin et puis de contacter, tu sais, l'association Endo France pour avoir tout de suite les bons contacts médicaux de spécialistes qui pourront permettre d'avoir un diagnostic plus rapide et du coup d'agir plus rapidement pour que les lésions se répandent pas trop et d'avoir moins de gêne au quotidien, quoi. Sinon, Oui, il y a de plus en plus de structures oui. spécialisées dans la prise en charge de l'endométriose dans les grandes villes. Je sais je sais qu'il y a des équipes, par exemple à Lyon, il y a un service complet qui ne travaille que sur l'endométriose. Vannes, du côté de Vannes, il y a aussi des équipes. Sur l'île, il y a des équipes. Alors, c'est pas forcément des services complets, mais il y a des spécialistes. Oui, et c'est important parce que pour les examens, tu sais, de type échographie, IRM, hein, qui sont presque systématiquement donnés pour faire ce diagnostic, c'est très difficile pendant l'examen pour le médecin qui fait cet examen de détecter les lésions. Donc, c'est important d'en voir un qui est spécialisé là-dedans pour pas perdre de temps, tu vois, pas se retrouver à devoir faire 2 IRM à 4 ans Ouais, d'écart pour valider un diagnostic. Parce que dans le premier, on n'a pas vu. ouais, ouais. Il y a une lecture assez particulière à faire. En parlant de lecture, pseudocyclogramme. Oui, on peut. Alors, on a des signes. Hein, c'est pas ultra flagrant. La première chose qui est systématique, c'est dans les commentaires. C'est toutes les annotations de douleur, de fatigue, de syndrome prémenstruel, de déprime. Donc, douleur en période ovulatoire, en période de règles, juste avant les règles. Ça, c'est vraiment le signe numéro un quand c'est très, très, très fréquent. Je pense que tu as dû le voir aussi dans les cyclogrammes. Ouais, voilà. Ouais. Euh, au niveau des pertes Dis-moi, aussi. Euh, Si je me souviens bien, il peut y avoir aussi du Oui, ça spotting. peut, effectivement. Mhm. Hein. C'est pas systématique, mais ça peut faire partie des choses un peu bizarres et souvent les spottings d'ailleurs qui résistent au premier traitement Ouais, qui résiste au phyto qu'on peut magnésium. donner. Ouais. Et, ouais, il y a souvent ce paramètre de spotting et il me semble qu'il y a quelque chose aussi par rapport à la chute de la Alors, elle n'est température. pas très stable, effectivement. Assez souvent, je trouve qu'elle est en dents de scie Ouais, avant les règles. ouais, Alors, ça peut aussi être associé tu sais, bah, au déséquilibre hormonal hein, qui est souvent présent de toute façon en cas d'endométriose. Alors, attention, déséquilibre hormonal ne signifie pas oui, endométriose, hein, on est d'accord? Mais en cas d'endométriose, il y en a on est souvent d'accord. un. Et cette chute de température en dents de scie peut être un signe de ça. Et on peut aussi avoir, tu sais, au niveau des pertes, je pensais que c'était de ça dont tu parlais tout à l'heure, des pertes de glaire cervicale, d'en avoir beaucoup plus longtemps, des pertes de glaire cervicale fertile. Donc d'avoir une phase ovulatoire allongée. Oui, oui, mais là, on est aussi sur le paramètre C'est de ça. déséquilibre hormonal.
qu'on peut retrouver sur d'autres sans endométriose. Mais il me semble qu'il y a un truc par rapport à la chute de température. Il me semble que la température se maintient haute pendant le début Alors des là, je règles. t'avoue que j'ai pas accompagné des milliers de femmes qui ont une endométriose. Je regarderai. Ouais, il me semble avoir vu passer quelque chose comme ça au niveau de la courbe de température, mais c'est pareil, hein, moi j'ai pas. Il y a ce qu'on voit, il y a ce que l'on note, et puis après il y a ce que l'on retient, et le meilleur moyen de retenir, c'est aussi quand on a quand on a des clientes C'est dans, ça. dans Et ces puis comme situations-là. souvent, on arrête de prendre la température une fois qu'on est sûr que l'ovulation a eu lieu et qu'on la reprend que quand on revient en phase fertile, souvent après les règles, on n'a pas forcément cette partie-là de la courbe. Donc ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ont des doutes de continuer de prendre la température, effectivement, pour voir si on a cette température haute qui se maintient au début des règles. Oui. Ouais, combien de temps elle met à redescendre? De mémoire, c'est ça. Et si elle est vraiment en dents de scie Ouais. avant les règles aussi. Du coup, on aurait 2 signes. Ouais. Alors, il y a le traitement médical dont il ne faut surtout pas se priver. Hein. Après, on a des femmes qui arrêtent la pilule en disant j'en ai marre. Ça ne résout pas le problème. Il faut avoir confiance aussi dans la capacité du corps à s'auto-guérir. Hein. C'est pas parce qu'il y a des lésions d'endométriose aujourd'hui à un endroit qu'il y en aura encore dans 2 mois. Ça ne veut pas dire que tout va régresser non plus, mais faut faire confiance au corps. Et on peut aussi accompagner avec différentes techniques. Bon, d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir une approche pluridisciplinaire, hein, de ne pas se contenter d'une technique. Oui. Donc là, il y a beaucoup de praticiens qui peuvent intervenir, donc notamment les naturopathes. Hein, on connaît ça bien toutes les deux, on connaît toutes les deux naturopathes. Oui. Mais il peut aussi y avoir intervention d'ostéopathe ou de kiné. Il peut y avoir des massages, voilà, des techniques de mouvement, des techniques énergétiques, parce que parfois il y a aussi un manque de circulation au niveau de l'énergie à l'intérieur du corps. Du yoga, notamment. Moi, j'ai vu des très très bons résultats avec la yoga thérapie combinée avec la naturopathie et l'ostéopathie. Et dans le cas où les douleurs pendant les rapports sexuels dont tu parlais tout à l'heure sont vraiment très problématiques, ça peut être intéressant de voir aussi un sexothérapeute, hein, qui peut aussi aider par rapport à ça. Oui. Oui. Vraiment une approche ouais, voilà. pluridisciplinaire. T'as des trucs à donner Sur comment on peut aider en naturopathie, c'est ça? Ouais. Oui, alors déjà, on va viser anti-inflammatoire. Donc ça fait principalement au niveau de l'alimentation. On va aussi remettre de la mobilité parce que souvent, comme il y a ces fameuses adhérences dont on parlait tout à l'heure qui gênent, hein, qui font coller les organes entre eux, on va essayer de remettre du mouvement. Et en cas de besoin, on va accompagner l'équilibre hormonal pour limiter l'excès d'œstrogène qui aggrave les symptômes d'endométriose parce que ça peut augmenter la taille des lésions. Donc déjà au niveau alimentation, donc tous les aliments anti-inflammatoires, les aliments alcalinisants, les oméga 3, les légumes à feuilles vertes, tout ça, ça c'est important. Donc une alimentation plutôt bio, hein, de préférence. On rajoute pas de perturbateurs endocriniens. Voilà. Du coup, c'est intéressant de filtrer l'eau aussi, parce que mine de rien, dans l'eau, il peut y avoir beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc, éviter l'eau en bouteille de plastique, plutôt prendre de l'eau du robinet, mais la filtrer correctement. Donc, avec charbon et céramique, hein, la combinaison des deux donne une filtration. Oui, ou carrément des filtres Oui, comme le Berquet, Gluten bah, c'est ça, ou le charbon Berquet. céramique. Ouais. Ouais. Oui. Oui, mais c'est pas la tige de charbon avec 3 perles Oui, de on a plein de céramique. solutions. Il y a des solutions petit budget où on a la petite branche de charbon brun flottant et les petites perles de céramique dans la carafe. Et il y a plein de solutions intermédiaires jusqu'au filtre qui est branché sur l'arrivée d'eau et qui gère tout seul. Ouais. Ouais. Après, on peut aussi tester au départ pour voir comment ça se passe et puis monter progressivement en gamme. Ça aussi. Ouais.
ouais, ouais. Il y a un truc qui me revient, que j'avais vu sur tout ce qui était décodage biologique. C'était au niveau de la symbolique. Et comme quoi, le fait que ce soit les cellules de la matrice qui sortent de lieu qui est normalement dédié à, enfin, qui est la matrice, c'était intéressant d'aller voir un petit peu dans l'histoire de la femme et parfois dans l'histoire de sa lignée, le rapport à la féminité au sens large, mais le rapport aussi à la maternité. Et j'ai vu un certain nombre de femmes aussi qui avaient non seulement un rapport à la féminité, à la maternité assez compliqué, mais qui avaient aussi une histoire d'enfance assez compliquée par rapport à la représentation de la mère. Je me rappelle d'une femme que j'avais reçue pour de l'hypnose et je lui avais posé la question de sa maison d'enfance. On est bien aussi sur une représentation symbolique de la matrice, hein, la maison d'enfance, la maison où on a grandi. Alors, je te vois qui sourit et qui fait oui, parce que si je te parle de... Justement, moi j'ai déménagé tous les 2 ans quand j'étais petite, donc j'en ai pas. Et la maison d'enfance, ça pouvait être aussi la maison, ça pouvait être la maison de mamie, c'est ça. Ou une maison de vacances. Et au niveau de l'endométriose, parfois c'est très compliqué de la déterminer, cette maison d'enfance. Alors pas forcément parce qu'on a déménagé tous les 2 ans, mais il y avait papa et maman en repère. Mais parfois parce que il y avait la maison de nounou, il y avait la maison de mamie, il y avait la maison de vacances, il y avait la maison des parents qui déménageaient régulièrement. Et en fait, quelque part, on ne sait pas où est sa maison, on ne sait pas... J'allais dire, on ne sait pas qui on est en tant que femme aussi. On ne sait pas qui est la mère. Il y a des repères assez compliqués. Et là c'est sympa aussi de travailler avec des techniques comme l'hypnose où en naturo, on va c'est ça, les élixirs floraux, ouais. 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 T'aimes bien utiliser quoi, toi? Alors moi, j'aime bien les élixirs floraux contemporains notamment, parce que je trouve qu'ils sont très très adaptés pour ça. Alors le tout premier, ça va être l'élixir floral de grenadier, qui est vraiment, tu sais, l'harmonisant de tout ce qui est féminin, féminité, gynéco. Donc sur tous les plans de ta vie, tu vois. Ça va pas être que sur le plan physique. Oui, et puis la grenade, il y a quand même une énorme... ça ressemble quand même beaucoup à un ovaire à l'intérieur, hein. Toutes les petites... Ça ressemble à un ovaire, il y a des graines dans tous les sens. Tu as un énorme travail symbolique qui est fait depuis très longtemps par certaines traditions. Je pense à la Kabbale. Comme quoi, la pomme du jardin d'Éden sur une grenade. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça, il est très joli en plus. Hein, c'est une fleur rouge, très très grande. Elle est vraiment super belle. Elle fait très, on dirait une jolie robe, mais mise à l'envers, tu vois. D'accord. Avec plein de volants. Ouais, j'aime aussi beaucoup l'élixir floral d'oignon. Alors ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. L'oignon avec toutes ces petites pelures, parce que ça va aller aider à travailler dans les émotions, les choses qui ont été ancrées dans le corps, couche par couche, par rapport à tout ce qu'on a construit dans la vie. Et parfois, ça peut accompagner aussi un travail transgénérationnel ou un travail de constellation familiale, tu vois, qui peut être fait à ce sujet. Et l'avantage de l'oignon, c'est qu'il est quand même assez doux. Autant au goût, ça n'a pas goût d'oignon, promis, que dans l'émotionnel, dans le mental, c'est pas violent en fait. C'est vraiment un accompagnement en douceur. Parce que quelqu'un qui a de l'endométriose souffre déjà beaucoup. Donc je vais pas les donner des élixirs floraux qui risquent de secouer trop fort. D'accord. Et donc, couche par couche, tout en douceur, c'est ça. Ouais. Après, juste par rapport aux résultats qui ont été constatés à l'usage, on a aussi la fleur d'amarante et la fleur de lys martagon qui ont donné des bons résultats en cas notamment de règles douloureuses ou d'ovulation douloureuse. Et comme c'est souvent le cas pour les deux,
quand il y a une endométriose. Ces deux fleurs, elles sont intéressantes et effectivement, elles peuvent soulager. Mm. Oui, donc entre l'aspect pluridisciplinaire, l'aspect hygiène de vie, j'allais dire assez classique en naturo, les fleurs de bac pour Mm. les aspects émotionnels, il y a vraiment moyen d'améliorer le. J'ai Ouais, je une réponds question tout de qui s'ouvre suite. en même temps. Oui, ce sera possible de le revoir plus tard en entier. On a dû l'avancer pour un problème d'emploi du temps de dernière minute. Je suis désolée. Du coup, si vous avez des questions, ça, vous pourrez toujours les poser dans le commentaire. On s'arrangera pour répondre par écrit ou d'une autre façon si c'est pas faisable par écrit. Pardon. Ouais, j'avais fait une story en demandant s'il y avait des questions, mais j'ai pas. Je l'ai faite ce matin quand on a parlé, quand on a parlé du changement. Donc, vous inquiétez pas, on enregistre les lives, ils sont disponibles en replay, ils restent sur le fil de la fondation. Et puis, il y en a même qui sont déjà sur YouTube. Pas tous, j'avoue. C'est bien, ça permet de les retrouver facilement. Donc, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis après, bah, après c'est facile, hein, vous nous contactez. Voilà. Voilà. Euh, dans ton offre Sérénité, tu prends en charge Oui, oui, bien sûr. Oui, endométriose et avec syndrome de Down. bah, du coup de l'hygiène de vie dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, je rajoute aussi pour les personnes que ça intéresse d'autres techniques pour lesquelles j'ai constaté qu'elles peuvent être hyper efficaces, notamment la danse de l'équilibre hormonal qui va remettre du mouvement, puis se aider à se reconnecter à soi parce que c'est parfois nécessaire quand on a mal tout le temps. Et les bains de vapeur périnéale qui aussi peuvent être très aidants pour accompagner Ouais. l'endométriose, surtout quand il y a des lésions dans le petit bassin. Oui, je connais d'ailleurs une de tes clientes qui a Oui. testé les vapeurs périnéales, endométriose stade 4, faut le dire. Euh, elle a eu un cycle voilà, de vapeur assez intense. Les règles derrière, ça a été, comment dirais-je, le déluge ou les chutes de Ça Niagara, peut enfin quelque chose dans le arriver. En genre. général, ça se C'est, passe mieux après, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un cycle de nettoyage. Ouais. alors, juste, oui, justement, elle a eu une, une période qui a été très intense Ouais. avec énormément de nettoyage. Et depuis, Comme tout quoi. va bien. Et Voilà. Et c'était ça il y a prend déjà pas quelques si mois. longtemps que ça en plus à faire. Tu vois, c'est l'histoire d'un cycle ou deux. C'est de la logistique, mais pour les résultats qu'on peut avoir, surtout quand on ajoute dans le bain de vapeur certaines plantes spécifiques, les résultats peuvent être très durables et ajouter un confort assez exceptionnel sur la durée. Oui. Et puis après, bah, s'il y a besoin de faire un bain ou deux d'entretien, on sait Exactement. ce qu'il y a à Il n'y en faire. aura jamais autant à faire qu'au début. Pour les personnes qui connaissent. Et Pardon, c'est je pour ça que t'écoute, excuse-moi. j'allais dire, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être Oui, pour aller accompagné tout au de suite dans début. la bonne direction, parce que c'est bien d'aller tout de suite vers les techniques qui peuvent convenir en fonction du besoin, parce que c'est pas forcément les mêmes techniques pour toutes les personnes touchées par l'endométriose. Oui. Ouais. Et oui, juste je voulais expliquer rapidement ce que c'est les bains de vapeur périnéale, parce que je me dis que peut-être que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo savent pas ce que c'est. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est une inhalation. Vous savez, quand on met un bol d'eau chaude avec éventuellement des plantes dedans pour respirer quand on a le nez bouché, et ben, c'est la même chose, mais on va s'asseoir dessus. C'est-à-dire qu'on va ramener de la vapeur au niveau du périnée. Donc, ça va stimuler la microcirculation locale. Et en fonction des plantes qu'on met dedans, on peut avoir aussi un gain de confort sur beaucoup de choses, sur les règles irrégulières, sur le cycle irrégulier, les règles douloureuses, des manques de glaire cervicale, enfin tous ces trucs-là, et notamment en cas d'endométriose. Voilà. Ouais. Ouais. Certaines appellent ça Oui, un ou hammam un bain vaginal, de ouais. si ça parle plus. Voilà. Un, voilà, un bain de yoni. C'est juste de la vapeur, C'est ça. c'est pas faire trempette. Et l'avantage, c'est que les plantes vont venir
toucher directement là où elles ont besoin d'être efficaces sans qu'il y ait un processus de digestion qui viendrait Exactement. modifier leur action. Ça vient vraiment au niveau de la microcirculation, tout de suite sur les organes Tout de suite au bon du petit endroit. bassin. Voilà. Quoi. Voilà, tout de suite au bon endroit. Ok, donc s'il y a besoin de contacter Sarah, c'est les liens en bio. Vous pouvez prendre directement un appel découverte avec elle. Vous pouvez regarder aussi la conférence si vous voulez avoir une information plus générale sur ce qui se passe. De toute façon, on a l'habitude de vous avoir au téléphone. Et puis, et puis cette endurance, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 7 ans en plus derrière à trouver les bonnes techniques. En testant beaucoup de choses. On peut vraiment on peut aider voilà, à pas perdre trop de temps supplémentaire. Ouais. Exactement. Droit au but. Ok, merci beaucoup Sarah. On a un petit peu explosé le ça va, ça n'a pas encore sonné, donc c'est bon. Oui. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci pour tous ces éléments. Je pense que c'est un des lives les plus riches qu'on ait fait jusqu'à présent. Hein. Et puis, pour celles qui viennent de nous rejoindre à l'instant, rassurez-vous, je vais programmer l'enregistrement. Donc, le live sera disponible en replay d'ici une dizaine de minutes. Le temps de faire la manipulation technique et que ça soit bien disponible sur la plateforme. Et moi, je vais faire en sorte d'être présente cet après-midi pour répondre aux différentes questions qui pourraient arriver en commentaire, que vous ne restiez pas avec des questions sans réponse. Ça marche. Merci Sarah. Bonne journée à toutes. À bientôt et merci encore d'avoir accepté de faire le live plus tôt. Pardon. Au revoir. Pas de souci. Au revoir.